Et c'est maintenant, Monsieur le Président David Lisnard, le moment de votre discours d'ouverture de ce congrès. Voilà, le débat d'orientation générale du congrès peut maintenant commencer. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous sommes déjà extrêmement nombreux. C'est réjouissant. Et ce n'est pas pour rien, j'en dirai quelques mots. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, je viens de remettre mes lunettes et donc j'aperçois Madame la Ministre, que je salue. Je salue bien sûr Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui nous accueille ici à Paris. Et chaque Français se sent un peu parisien. Je salue et remercie bien sûr tous les membres du bureau, du comité directeur. Et vous me permettrez d'exprimer ma gratitude pour la confiance que nous avons su déployer ensemble. Dire à quel point, en 2 ans, nous sommes parvenus, par le travail, par l'objectivation des choses, par cette volonté ardente de défendre chaque commune de France, chaque intercommunalité, à transcender tous les clivages, toutes les oppositions, et dire à quel point je suis fier et heureux de pouvoir continuer cette aventure avec vous. Fier et heureux de présider cette magnifique association qui est l'Association des maires de France, qui est devenue une institution dans la lignée de tous mes prédécesseurs. Salut Jacques Pélissard qui nous fait l'honneur d'être avec nous, François Barouin et tous ceux qui ont fait de l'AMF cette belle et grande maison. Et dire à quel point c'est une fierté, un honneur, un bonheur que d'être parvenu, en particulier ces derniers mois, dans un contexte particulier pour notre pays, à ce que l'AMF parle toujours fortement et d'une seule voix et d'une même voix. Merci à André Léniel, premier vice-président, à toute l'équipe, de toujours faire en sorte que nous trouvions non pas le plus petit dénominateur commun, mais ensemble, je vois Catherine Vautrin, Guy Geoffroy, Philippe Laurent, je disais tout à l'heure, pardonnez-moi, Joël Ballandreau, pour tous ceux que je ne cite pas, à trouver un haut multiplicateur commun pour défendre nos villages, notre ruralité, pour défendre nos villes-centres, nos centres-bourgs, pour défendre nos grandes villes, nos villes moyennes, nos métropoles, bref, pour faire entendre la voix de la France, de la réalité, celle de nos communes. Je veux saluer tous les élus qui s'impliquent dans les groupes de travail. N'hésitez pas, mes chers collègues, à rejoindre ces groupes de travail. Vous y serez parfaitement accueillis. Je veux saluer, bien sûr, tous ceux qui font vivre nos 102 associations départementales. C'est une réalité vivante. Nous nous sommes attachés ces derniers mois, c'était un engagement que j'avais pris d'ailleurs ici même devant vous, de revaloriser le travail des associations départementales au sein de l'AMF et d'instituer des relations permanentes. C'est ce que nous avons mis en place avec les présidentes et présidents, directrices et directeurs d'associations départementales. C'est une réalité dynamique, tonique, saine, constructive et c'est une fierté. Je salue les parlementaires présents dans la salle et tous nos intervenants, tous ceux qui animent nos débats. Nous avons aussi la fierté, le plaisir d'accueillir des élus venus de toute la France, des Outre-mer, après cette belle journée d'hier, à Issy-les-Moulineaux, particulièrement constructive. Et l'AMF est devenue, à travers un autre engagement que j'avais pris d'ailleurs, celui de créer une délégation aux Outre-mer, une chambre d'écho des aspirations des Outre-mer. Pour comprendre que la République unie et indivisible ne peut l'être que si l'État est présent sur l'ensemble du territoire national à travers les missions qui sont les siennes, les missions régaliennes en premier lieu, les missions d'aménagement de territoire. Je veux saluer aussi les élus présents venus de l'étranger. On les croisé plusieurs, y compris d'Ukraine tout à l'heure. Mais vous me permettrez d'adresser une mention particulière à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame la Présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à Monsieur le Ministre des collectivités locales du Sénégal. Et les maires de France ici présents vous applaudissent pour votre présence parmi nous. Mes chers amis,
soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous, nous sommes chez nous, dans cet espace qui, pendant 3 jours, va faire vibrer le cœur, l'âme, la voix des maires de France. Nous sommes particulièrement nombreux. Notre mobilisation est exceptionnelle, avec, sur la partie congrès, plus de 10 000 congressistes accrédités. Nous avons franchi la barre des 10 000, et ça, c'est une fierté aussi. Dans des espaces réorganisés, vous l'avez constaté, nous aborderons 39 thématiques contre 20 l'année dernière, avec 230 intervenants, avec le président du Sénat. Nous avons commencé à accueillir des représentants du gouvernement, plus de 15 ministres annoncés sur nos travaux, sans même parler de la Première ministre qui nous fera l'honneur de sa présence en clôture, accompagnée de membres du gouvernement. Et si nous sommes aussi nombreux ici, mes chers amis, mes chers collègues, c'est parce que nous sentons d'abord que nous sommes à un moment particulier de notre démocratie, de notre République française, cette République que nous voyons menacée parce que nos communes sont attaquées, cette République que nous voyons attaquée parce que nos communes sont menacées. Et il est vrai que, plus que jamais, par cette unité que j'ai évoquée tout à l'heure, par cette représentativité, par cette crédibilité de l'AMF, eh bien, face aux défis de notre époque, nous apportons non seulement des alertes, mais aussi des solutions. Et s'agissant des alertes, l'année dernière, nous avions mis nos travaux sous le slogan, la ligne de conduite du pouvoir agir. Parce que, et tous ceux qui ont l'expérience municipale le savent, il est de plus en plus difficile de faire bouger les choses et d'agir, et que c'est le principal problème. Nous évoquions déjà, comme c'est l'usage d'ailleurs, et parce que c'est la triste réalité, les entraves fiscales, juridiques, administratives, croissantes, qui portent atteinte à l'action, donc à la bonne démocratie locale. La démocratie, c'est le démos, le peuple, que nous devons représenter, dont nous sommes. Mais c'est aussi le kratos, le pouvoir. Et que la principale cause de la démocratie, ce n'est pas une crise de la représentation. Elle est la conjonction de la montée de l'incivisme, de cette perte de responsabilité de citoyens qui se comportent, hélas, parfois plus en consommateurs d'espaces publics qu'en co-responsables des espaces publics, et d'une crise de l'exécution des choses, d'une crise de l'impuissance publique. C'est cette impuissance publique qui alimente la crise du civisme. Si, face aux réalités qui sont les nôtres, économiques, sociales, écologiques, démographiques, nous n'avons pas la capacité d'action parce que nos communes sont attaquées, c'est une crise de la démocratie qui est activée. Et c'est la perte de vocation qui s'exprime. Tout est lié. Alors certains nous disent « Ah, ces maires, ils se plaignent. » Nous, on ne se plaint pas. En football, on disait on n'est pas des pleureuses, quoi. Nous, simplement, ce que l'on veut, c'est pouvoir travailler. C'est aussi simple que cela. C'est rendre des comptes à nos habitants qui nous ont mandatés parce que nous sommes des praticiens du quotidien. Ce n'est pas nous qui avons demandé à être mis sous perfusion du malade. Je parle de la perfusion financière, d'un État surendetté, surfiscalisé, qui, plus il nous demande de participer à l'effort de redressement des comptes publics, vous savez, selon la formule consacrée, plus il s'exonère lui-même de ses efforts. Je pourrais longuement évoquer le déficit de l'État par rapport à ses recettes. Et lorsque l'on parle des dotations, de nous reprocher presque de faire en sorte que l'argent qui est censé appartenir aux collectivités territoriales reste aux collectivités territoriales, c'est-à-dire reste aux habitants. De faire en sorte que que la parole de l'État soit respectée. Les dotations, ce n'est pas une subvention, ce n'est pas un don, nous réfutons toute cette vision infantilisante. Nous sommes des adultes comme maires et comme présidents d'intercommunalité. Et nous disons simplement que, ce qui d'ailleurs est marginal dans le budget de l'État, c'est-à-dire l'indexation des dotations, que si ces
dotation ne reste pas... On ne demande pas un effort à l'État. On demande simplement qu'il y ait constance. Donc, euro constant dans les dotations. Parce que, vous savez, le respect à l'euro près, c'est en euros constants. Quand vous avez 6% d'inflation ou 5% officiellement, et on sait avec ce qu'André appelle le panier des mers, c'est-à-dire ce que la Banque postale nous permet de définir en termes d'inflation, que compte tenu des contraintes énergétiques, des contraintes alimentaires, moi je voyais l'évolution délirante des prix sur les cantines scolaires, de l'alimentation, s'il n'y a pas une constance de cet argent qu'avant nous pouvions lever par la CVAE pour les intercommunalités, par la taxe d'habitation, par la taxe professionnelle, vous voyez, ça transcende les majorités. Ça concerne tous ceux qui nous ont dirigés. S'il n'y a pas une constance dans cette part croissante qu'ont prise, hélas, les dotations dans nos ressources, eh bien, nous ne pouvons pas assumer dans la fiabilité le respect de nos engagements, et ça alimente cette crise de la démocratie qui est au cœur de nos travaux. Alors, si nous sommes aussi nombreux, c'est précisément parce que ce thème des communes attaquées, de la démocratie menacée, malheureusement, est au cœur de l'actualité. Oui, notre République est menacée lorsque des maires sont attaqués dans l'exercice de leur mission, lorsqu'ils sont dénigrés, lorsqu'ils sont agressés, lorsqu'ils sont menacés. Oui, la République est menacée lorsque le mérite républicain n'est plus une valeur cardinale de la rencontre civique. Oui, la République est menacée quand la justice ne peut pas s'exercer de façon pleine et entière, malgré les efforts budgétaires que je salue du ministère de la Justice, mais qui sont bien loin d'une réalité qui se traduit en fait par une doctrine qui s'adapte à la pénurie. Ce fut le cas dans d'autres domaines que la justice, ce fut le cas en matière de santé, nous l'avions vu pendant le Covid. Oui, la République est menacée lorsque l'universalisme républicain n'est plus le substrat commun de tous ceux qui sont censés nous représenter. Oui, la République est menacée lorsqu'il y a du racisme, de l'antisémitisme. Bref, toutes ces considérations qui jugent l'autre non pas sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est, et qui sont une atteinte à un progrès multiséculaire, parti de la logique grecque, du droit romain, de la civilisation judéo-chrétienne, de l'esprit des Lumières, et qui fait que la République française, c'est la garantie de la liberté, c'est la garantie de l'équilibre entre les droits et les devoirs pour tous ceux qui veulent se sentir dans la République, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions, quel que soit leur âge et leurs conditions. Nous pensons à tous nos collègues agressés, menacés, c'est malheureusement le cas d'une majorité d'entre nous désormais, mais avec une pensée particulière ces derniers mois sur les faits particuliers extrêmement lourds au moment des émeutes urbaines, des violences urbaines. Je pense à Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, domicile attaqué, la voiture bélier, ses enfants, sa femme blessée, enfin, c'était des choses qui étaient impensables il y a quelques années. Je pense à Laurent Vastel, bien sûr, le maire de Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine. J'ai vu ça récemment, enfin je l'avais à l'époque soutenu. Des voyous qui sont rentrés chez lui. Et il a retrouvé les deux têtes de ces animaux de compagnie déposées devant chez lui le lendemain. Voilà ce qu'ont affronté certains de nos collègues. Je pense bien sûr à Saint-Marvin-les-Pins, enfin bref, je ne vais pas être exhaustif ici. Ou récemment, à Saint-Mandrier-sur-Mer, Gilles Vincent, qui a eu sa maison taguée de croix gammée. Il y a quelques jours, dans la Vienne, les maires de Verrières, Christophe Viau, de Saint-Clair, Dominique Brunet, qui ont été menacés, insultés, et tant d'autres, et pardonnez-moi pour tous ceux que je ne cite pas. L'AMF, la première, avait tiré la sonnette d'alarme avec François Barouin, et avait mis en place, nous avons mis en place au gré des années des dispositifs qui, aujourd'hui, ont valeur, je crois, de modèle, un observatoire des agressions, une équipe dédiée à l'AMF qui accompagne juridiquement les élus, les adjoints au maire, les conseillers municipaux, les maires victimes de ces agressions, qu'elles soient verbales, symboliques ou physiques. Un partenariat avec France Victimes qui
a été précurseur aussi, des formations à la gestion de crise avec le RAID, le GIGN. 25 000 élus municipaux ont été formés à ces situations dans chaque département, sans exception, grâce au relais des associations départementales. Et encore pendant ce congrès, nous allons former plus de 200 élus municipaux avec nos lapsus révélateur, avec nos partenaires de la gendarmerie nationale et de la police nationale. L'AMF peut désormais se constituer partie civile comme les associations départementales et n'hésitez pas à recourir à nos services parce que c'est ce qui permet de renforcer l'effectivité des procédures. Le problème, au-delà de certains ajustements juridiques, et on en parlera tout à l'heure, et notamment de la considération comme circonstance aggravante lorsque nous sommes agressés, on ne demande pas un privilège d'élu. On veut simplement que lorsqu'on est agressé parce que nous sommes élus, ce soit considéré comme une agression d'une personne dépositaire de l'autorité publique, à l'instar des pompiers, des policiers, des gendarmes. Et nous continuerons donc ce travail, mais en évoquant le fait que, je parlais de pénurie tout à l'heure dans la justice, que la difficulté, elle vient des moyens dont disposent les magistrats. Les parquetiers sont submergés. Je le vois dans le ressort de la circonscription pénale de Cannes, de ma commune, qui est un secteur compliqué, avec Grasse, Cannes, Antibes, beaucoup de pauvreté, beaucoup de richesse, beaucoup de friction. Il y avait 15 parquetiers l'année dernière, il y en a 13 cette année. Ça, c'est de la réalité. Et chacun a 3800 affaires à gérer. Donc, dans la réalité, très souvent, si ce n'est pas médiatisé, les procédures sont classées sans suite. C'est la triste réalité. Et malgré les directives pertinentes données par le garde des Sceaux aux parquetiers, il y a un principe de réalité quantitatif face à ces phénomènes qui révèlent cette crise du civisme que j'évoquais aussi tout à l'heure. La République menacée, nos communes attaquées, c'est aussi quand nos enseignants, tous les jours, sont contestés dans l'exercice de leur mission prioritaire, salutaire, qui est celle de l'instruction publique. C'est la base de tout. Ce que nous subissons, mes chers collègues, c'est l'effondrement de la raison critique. D'aucuns diraient un phénomène de décivilisation, pour reprendre les termes de Norbert Elias dans les années 30. Et nous rendrons hommage, jeudi, à tous les enseignants de France. Nous y avons tenu avec le bureau de l'Association des maires de France. Et je vous annonce un moment important, jeudi, en clôture de nos travaux, avec la présence de Michael Paty, une des deux sœurs de Samuel Paty. Nous rendrons hommage à Michael Paty et à Dominique Bernard, deux enseignants assassinés par des terroristes islamistes parce qu'ils enseignaient la liberté d'expression, la raison critique, l'histoire de France. La République attaquée, la République menacée, elle est là. Quand nos enseignants, qui font le plus beau et le plus difficile des métiers du monde, ne peuvent plus exercer tranquillement leur mission, victimes de pression et parfois victimes d'oppression dans nos établissements scolaires. C'est cela que nous n'accepterons pas, et c'est pourquoi nous nous sommes rassemblés au moment des émeutes urbaines. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés récemment face à l'antisémitisme pour dire que nous, maires de France, nous refusons de baisser les yeux et de baisser les bras. Commune attaquée, République menacée, c'est aussi quand nous ne pouvons plus exercer de façon pleine et entière nos responsabilités. Nous subissons depuis une vingtaine d'années, au-delà ou malgré ou à côté des discours qui appellent, à juste titre, à la décentralisation, aux libertés locales, à la subsidiarité, à la libre administration, principe constitutionnel, article 72, sur lequel parfois d'aucuns s'assoient. Eh bien que, parallèlement à tout cela, nous constatons depuis, je le dis, une vingtaine d'années pour éviter toute
considération partisane, mais parce que tout simplement c'est la réalité. Une recentralisation. Une recentralisation financière. Ce n'est pas nous non plus qui avons non seulement demandé à être sous tutelle, j'utilise le terme à dessein, de DGF, de dotation, pour ceux qui en ont encore, oui, mais qui avons demandé aussi à ce que l'effort fiscal local ne repose que sur les propriétaires. C'est tout à fait injuste, c'est tout à fait anormal, c'est tout à fait, j'allais dire, incivique. Et ce qui se passe aujourd'hui sur ces débats correspond exactement à ce qu'annonçait l'Association des maires de France dans la voix de François Baroin, dans la bouche d'André Léniel il y a quelques années, et modestement la mienne ensuite. Comment faire en sorte que dans les défis qui sont ceux de notre époque, nous puissions retrouver du sens et de la performance publique? C'est tout l'enjeu. Ce sens et cette performance publique ne se retrouveront que par le local. Et donc, face à cette recentralisation financière, mais aussi juridique, par le fléchage des dotations d'investissement, parce que non seulement il y a une recentralisation sur les recettes, mais il y a une recentralisation sur les dépenses. Sur certaines dotations, c'est 40% de dotations qui sont fléchées. Et donc qui sortent du contrat social local pour faire de nous des exécutants de politique nationale ou des sous-traitants de la politique de l'État. C'est tous les process d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt qui amplifient la fracture territoriale au profit des collectivités qui ont l'ingénierie suffisante et au détriment des collectivités qui n'ont pas les financiers, les juristes, les techniciens suffisants. Et heureusement qu'avec le CEREMA, qu'avec les départements, qu'avec les intercommunalités, nous trouvons les moyens de cette ingénierie. Comment arriver à faire en sorte que, à chaque bonne intention, il ne résulte plus une réglementation supplémentaire qui nous enferme, qui nous oblige, qui nous ralentit, qui nous entrave? Ce sont ces injonctions contradictoires que l'on évoque à chaque réunion, à chaque assemblée générale dans les départements, qui ne pourront pas être réglées s'il n'y a pas, et j'ai plaisir à le dire en présence de Dominique Faure, parce que je sais qu'elle partage cette philosophie, s'il n'y a pas une révolution complète de la façon de produire de la norme et de la règle, que l'on revienne en France à des lois et des règlements d'objectifs généraux et d'ordre public, et que nous laissions aux collectivités territoriales, par un transfert d'un pouvoir de réglementation, comme l'AMF le demande depuis des années, la capacité de décider localement. Ce qui nous exonérerait des nouveaux machins administratifs qu'on va nous proposer, comme la différenciation. La différenciation, c'est la technocratisation de la différence, qui est un principe évident de la vie. Donc, moins de lois, des dispositions d'ordre général, d'intérêt général, des objectifs généraux, et ensuite une responsabilité d'application locale sous le contrôle de l'État qui doit avoir l'autorité suffisante pour faire en sorte que chacun puisse exercer ses compétences. Tous ces constats, nous les porterons dans nos travaux et nous ferons des propositions. Nous ferons des propositions au gouvernement, à la Première ministre, à tous les ministres présents, pour leur dire une chose très simple. Vous avez parfois l'impression qu'on râle, qu'on n'a pas confiance. Sachez que c'est réciproque. Sachez qu'en fait, nous nous sentons partie prenante de l'État, constituante de l'État. Nous sommes pour un État fort, un État recentré sur sa mission de base, qui est la justice, la sécurité, la justice sociale, la justice sanitaire. Tous ces débats que nous avons soulevés ici depuis des années, nous annoncions avant tout le monde la crise du logement, qui ne fait que commencer. Et au passage, c'est très intéressant de voir que sur la décentralisation, la seule compétence qui est évoquée, c'est le logement. Au moment où, peut-être, qu'assumer la responsabilité du logement deviendrait un peu compliqué. Nous serons très partenaires, mais pas naïfs, pour ne pas dire autre chose, un mot que l'on pratique plus dans le Sud. Donc, nous ferons une proposition, un acte de foi pour la liberté, pour dire à l'exécutif, la liberté, ça peut fonctionner.
La confiance, nous y croyons ardemment. Elle peut se traduire, elle doit se traduire dans les actes. Nous allons aider l'exécutif à se libérer lui-même de la bureaucratie. Si nous allons au bout véritablement d'un acte de décentralisation qu'on nous a annoncé à plusieurs reprises et qui fait l'objet d'une nouvelle mission, non seulement l'État libérera les énergies des collectivités territoriales, mais se libérera lui-même de tout ce qui ne sert à rien. J'avais pris une litanie d'exemples, mais je vais vous épargner, mais un exemple qui me vient à l'esprit, parce que ça a été évoqué lorsqu'avec Dominique Faure, nous avons organisé récemment cette convention avec les élus locaux. J'ai discuté avec le maire de Nantua, je ne sais pas s'il était là, il m'a montré une lettre qu'il a reçue. Alors vous allez dire, je fais une fixette, diraient mes gosses, de la DREAL. La DREAL qui lui disait « Non, monsieur le maire, vous ne pouvez pas remettre un signe sur votre lac parce que nous devons avant tout vérifier qu'il n'y ait pas incompatibilité avec les activités nautiques qui ont lieu sur le lac. » Je n'invente rien. Je n'invente rien. C'est tel maire qui, pour aménager, réhabiliter ces édifices, s'est vu obligé, parce que un caillou a été classé, d'engager systématiquement des études 4 saisons. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, dès qu'on me dit études 4 saisons, avant d'être maire, je croyais que c'était un nom de pizza. C'est pas du tout ça. Une 4 saisons, ça dure 1 an, comme son nom l'indique, comme Vivaldi l'avait interprété. Et toutes nos procédures sont ainsi entravées, ralenties, etc. C'est ce maire de la Haute-Vienne, d'un village, maire plutôt engagé politiquement de l'autre côté du mien. Je regarde le camarade André, Léniel. Et qui me disait, tu te rends compte, moi, maire communiste, j'ai décidé de consacrer quasiment le budget du village à rénover l'église. Mais je lui dis, mais je t'en félicite. Je ne sais pas si tu auras paradis, mais c'est un bon choix, comme aurait dit un ancien président. Et il me dit, je me suis engagé à rénover l'église et je me retrouve bloqué dans mon projet parce que comme cette église, je crois qu'elle était templière, donc non seulement l'ABF, ah mais je n'avais pas vu le camarade de Proust, non seulement l'ABF, donc à juste titre, s'en mêle en deux mots, en 2 mots. Mais l'architecte des bâtiments de France intervient, des monuments historiques, intervient. Et malheureusement, il n'est pas d'accord avec l'ABF. Et vous pourrez vérifier, sur l'évacuation des eaux autour de l'église, il y en a un, de façon savante, qui dit qu'il faut faire la grille avec des barreaux croisés, et l'autre, de façon tout aussi savante, qui dit que pour respecter l'esprit de l'édifice, il faut que ce soit des chevrons. Et il est bloqué depuis 2 ans pour rénover son église. Là où il aurait été aussi simple, allez, je m'accorde cette facilité, je ne lis plus du tout mon truc et je vais conclure. Il aurait été bien plus facile de remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire, c'était tentant, c'est-à-dire, au moment de la conception du projet, lorsqu'il a été présenté au service de l'État, avec toujours des préfets et des sous-préfets qui sont présents. Malheureusement, on a appris de la Cour des comptes que plus l'État avait d'effectifs, moins il y en avait dans les préfectures et les sous-préfectures. Voilà. C'était la semaine dernière. De tomber d'accord sur la grille, mais ne pas bloquer un projet pour la grille d'évacuation de cette église. Ces exemples-là, ils sont multiples, et c'est pourquoi la décentralisation n'aura de sens, et nous le répéterons tout au long, que si elle est accompagnée d'une réorganisation de la déconcentration des services de l'État. Et que les préfets de département et leurs sous-préfets aient autorité fonctionnelle et hiérarchique sur tous les services de l'État. Il est temps de prendre acte de l'échec de l'agentialisation, c'est pas très joli, et de la régionalisation des services de l'État. De faire en sorte que les préfets et autorités, que les DREAL n'existent plus, que ces missions soient pour certaines décentralisées et pour d'autres déconcentrées dans les services départementaux, et de même que pour les ARS,
Il m'a été dit d'ailleurs que le président de la République croyait que c'était déjà fait pour les ARS. Ce n'est pas le cas. Je suis très sérieux. Bref, nous évoquerons tous ces sujets parce que nous sentons ardemment et profondément qu'il ne manque pas grand-chose pour que... Vous savez, c'est comme dans Match Point, ce magnifique film de Woody Allen. Je suis quand même maire de Cannes. La balle de tennis, elle peut tomber d'un côté ou de l'autre. La balle de tennis, elle peut tomber du côté de l'effondrement de la République, de la violence. Comme hélas, notre histoire de France en a été émaillée. La Fronde, la Révolution, 1830-1848, les mouvements des années 30 avec les mouvements fascistes, 1870, la Commune de Paris. Et puis, elle peut tomber de l'autre côté, c'est-à-dire un formidable renouveau par l'innovation, par la solidarité, par le travail, par le bon sens. Et c'est ainsi que nous pourrions et que nous devons relever le défi énergétique, le défi écologique majeur pour décarboner l'activité, le défi économique, le défi social, c'est par le local, c'est par nos entreprises que nous sommes encore plus enclins à accueillir si nous gardons un lien fiscal avec elles. C'est compliqué de réindustrialiser, d'assumer les externalités négatives, comme on dit de façon faussement savante, c'est-à-dire faire les logements, faire les écoles, faire les routes, si parallèlement, on n'a plus la CVAE. Au passage, il manque 750 millions d'euros de compensation sur la CVAE. L'euro près, il n'y est pas. C'est à 750 millions d'euros près, voilà, qu'on nous a compensé la CVAE. Bref, l'avenir de notre pays, la République peut être relancée, dynamisée, stimulée, et non plus attaquée et menacée si nos communes sont vivantes. Et pour que nos communes soient vivantes, il faut que nous ayons la capacité d'action. Il faut que nous sortions du léviathan bureaucratique. Parce que nos communes sont belles. Et je voulais dire, au moment de renouveler nos... N'oubliez pas d'aller voter. Le résultat ne fait pas l'objet d'un suspense insoutenable. Mais il est toujours important, nous-mêmes qui appelons à un renouveau de la démocratie, d'être des pratiquants de la démocratie et des praticiens de la démocratie, y compris dans nos assemblées et dans nos instances. Mais dire à quel point, pour moi, c'est un immense honneur que de porter notre voix, je ne dis pas votre voix, notre voix commune. C'est pour moi un immense bonheur que de parcourir notre pays. Ce pays, la France, qui est le plus beau pays du monde, par son histoire, par son patrimoine, par ses paysages, par son peuple, dans sa diversité, dans son originalité, dans sa sensibilité. J'ai, de façon officielle, au titre de ma fonction de président des maires de France, en 2 ans, parcouru 51 départements, la moitié des 102 des associations départementales. Et que la France est belle, voilà. Que la France est belle dans le Cantal, dans l'Ain, dans le Jura, dans les Alpes-Maritimes, dans l'Indre, dans le Var, dans la Saône-et-Loire. Là, je suis parti dans un truc abominable. Dans le Pas-de-Calais. Et je veux vraiment qu'on exprime notre solidarité, comme ma commune l'a fait modestement et comme l'Association des maires de France. Je vois notre collègue turc, Frédéric, qui a été particulièrement meurtri ces derniers mois. On a évoqué Dominique Bernard. On parle maintenant des intempéries. Voilà. La France affronte des difficultés immenses, des violences extrêmes, mais la France est belle. La France est belle de sa capacité de résistance. La France est belle de son esprit républicain. La France est belle de sa démocratie. La France est belle de ses communes. La France est belle de ses élus. La France est belle parce que la France, mes chers collègues et mes chers amis, c'est vous. Vive la France et vive les communes de France. La parole est maintenant à André Léniel, le premier vice-président délégué de l'Association des maires et présidents d'intercommunalité. C'est à vous. Merci David.
de ton discours. Ça va rendre le mien difficile parce qu'il a su vous faire rire, vous donner des anecdotes vivantes. Et moi, je vais vous parler d'étouffement, d'administration en difficulté, de finances défaillantes. Je n'ai pas vraiment le meilleur rôle. Mais c'est ce qui fait notre complémentarité, sans doute encore aujourd'hui. Et je me réjouis d'être devant vous. C'est pour moi un plaisir de voir que vous êtes encore aujourd'hui des milliers, que nous serons plus de 10 000 pendant les 3 jours de congrès. Et je n'oublie pas que nous avons commencé hier avec nos amis des Outre-mer, qui étaient près d'1 millier et qui représentaient l'ensemble de la France d'Outre-mer sous toutes ses formes, et avec des problématiques tellement complexes, avec une acuité des difficultés tellement forte, mais avec en même temps une énergie tellement réelle, qu'on se dit qu'on a bien de la chance d'être représenté sur tous les continents. C'est donc un congrès sous le signe de l'unité. L'unité, nous sommes censés la représenter en votre nom à tous, David et moi-même. Il ne vous aura pas échappé qu'on n'est pas tout à fait pareil. Je parle des idées. Mais nous avons justement cette force d'être capables d'affronter les contradictions, d'être capables de se dire les choses et d'être capables, ensemble, de trouver une voie commune qui fait la force de l'Association des maires de France. Ça demande un peu de travail. Je ne sais pas d'ailleurs pour lequel des deux c'est le plus difficile. Mais en tout cas, nous le surmontons. Et nous le surmontons avec plaisir parce que c'est pour vous, avec vous et en notre nom collectif. Le Congrès, c'est vous. Vous qui êtes ici. Le Congrès, ce ne sont ni les allées du Salon, ni les salons de l'Élysée. Le Congrès, c'est nous, ici, et nous sommes ensemble pour réfléchir. 39 débats vous sont proposés. Nous sommes ensemble pour proposer. Ce sera l'objet de notre résolution finale jeudi. La situation que connaît la France actuellement est particulièrement difficile. 3 ans de crise, on pourrait même dire 5 ans si on remonte jusqu'au gilet jaune. C'est la crise sanitaire, bien sûr, c'est la crise économique qui s'en est ensuivie, c'est la crise écologique qui est permanente, c'est la crise internationale qui nous frappe de plein fouet actuellement, c'est la crise sociale qui frappe beaucoup de nos concitoyens, l'inflation est un mal qui ronge. Je me souviens d'un président de la République qui disait « l'inflation, ça enrichit les riches et ça appauvrit les pauvres ». Et nous sommes en train d'en constater les effets encore aujourd'hui. Dans beaucoup de nos communes, les centres municipaux d'action sociale voient augmenter de manière considérable ceux qui y ont recours, souvent à leur corps défendant, mais parce qu'ils sont dans une situation qui les y oblige. Nous l'avons d'ailleurs vu à travers la crise que traversent les grandes associations caritatives, qui voient monter les chiffres de ceux qui les sollicitent de 25 à 30% en moyenne pour chacune d'entre elles. Et dans un centre municipal d'action sociale comme le mien, c'est aussi, j'allais dire, l'étiage des fréquentations que nous constatons. C'est aussi une crise citoyenne. Cela a été rappelé avec force tout à l'heure par David. Et nous en avons vu les extrêmes à travers, bien sûr, les émeutes que nous avons vécues, pas seulement dans les grandes villes, pas seulement dans les banlieues, mais maintenant parfois aussi dans nos villes moyennes de province et nos territoires ruraux. Et puis, bien entendu, j'allais dire conséquence de tout cela, c'est la crise démocratique. Nous sommes aujourd'hui en crise démocratique dans notre pays. Oh, elle n'est pas soudaine. Elle monte depuis un certain nombre d'années, nous le voyons à travers la participation à chacun des scrutins, plus ou moins impactés, mais qui néanmoins voient tous leur participation diminuer. Et puis, nous sommes, disons-le, actuellement dans une démocratie sous respiration artificielle.
J'allais dire, on connaît même le numéro du respirateur. C'est le 49.3. Mais ce n'est pas rassurant pour la nation. On peut faire un bon mot, je sais les faire parfois. On peut, bien entendu, s'en offusquer, et ça ne serait pas anormal, parce que quand un pays en est réduit à ce que, depuis maintenant plusieurs années, son budget ne soit jamais validé par un vote franc et massif des différentes chambres de notre pays, on peut s'interroger sur la réalité démocratique. Et aujourd'hui, j'allais dire, le lieu de la démocratie active, ce sont nos collectivités territoriales. Ce sont nos collectivités territoriales qui, de ce fait, se trouvent de plus en plus en première ligne. Mais pas seulement en première ligne. Nous sommes aussi les premiers de corvée. Et je voudrais ici avoir une pensée pour tous les maires qui, au cours de l'année écoulée, ont dû affronter un certain nombre de catastrophes. Ce sont les incendies, ce sont les cyclones, ce sont les inondations. Et bien entendu, mes pensées vont vers les maires du Pas-de-Calais, les maires de Charente-Maritime, les maires d'un certain nombre de nos départements, dont certains d'ailleurs nous ont dit qu'ils étaient désolés, mais qu'ils ne pourraient pas être des nôtres, étant pris par ces inondations, par ces coups de vent, par ces tempêtes. Et je crois qu'il faut saluer le travail immense. Quand on regarde les comptes rendus qui sont faits de chacune de ces catastrophes, qui est-ce qu'on voit en première ligne? Les maires, leurs adjoints, les conseillers municipaux, les services municipaux. Eh bien, je dis que ça mérite, bien entendu, qu'il y ait une autre considération pour l'ensemble de nos collectivités, pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et je pense que sans eux, la France serait dans un état qui serait vraiment, définitivement lamentable. Alors, le titre de notre congrès, j'allais dire, résume à lui seul notre sentiment général. C'est vrai que quand on a choisi le titre, en bureau exécutif, on s'est un peu interrogé. On a dit, est-ce que c'est pas un peu trop fort? Et puis, tout bien réfléchir, sinon, c'est peut-être un peu faible. Il y a un moment d'ailleurs, mais ça c'est l'esprit de Cannes, on s'est demandé si on n'allait pas parodier un film. Qui veut la mort de la commune? En référence à Qui veut la mort de Roger Rabbit, bien sûr. Mais ce n'est pas le tout d'annoncer que la commune est attaquée, que la République est menacée. Il faut malheureusement en faire la démonstration. Ce sentiment d'attaque de la commune n'est pas nouveau. Nous avions, dès 2015, dans un éditorial commun, François Baroin et moi, écrit la phrase suivante. Aujourd'hui, écrivions-nous, la commune est menacée dans son existence. Les proclamations annonçant sa fin et les textes engageant sa dilution se succèdent. C'était en 2015. On n'a pas le sentiment que le rythme s'est ralenti, et bien au contraire qu'il s'est accéléré. Oui, les communes sont attaquées. Et à l'époque, en 2015, lorsque nous écrivions ça, François Baroin et moi-même, la recentralisation, on la disait rampante. C'était l'expression. Il y a une recentralisation rampante. Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis, et je pense que vous pouvez le partager avec moi, la recentralisation n'est plus rampante, elle est galopante. C'est l'étouffement administratif. Un certain nombre d'exemples vous ont été présentés avec humour par David tout à l'heure, mais l'étouffement administratif, il passe par beaucoup de canaux. Est-ce que vous avez remarqué que nous avons à peu près un plan qui nous est annoncé chaque quinzaine? C'est le plan eau, ils sont tous utiles, hein. C'est le plan vélo, c'est le plan chaleur, c'est le plan école, c'est le plan petite enfance. Je m'arrêterai là dans mon énumération, il y en a encore quelques-uns. Ils ont tous la même particularité. C'est qu'ils impliquent massivement les communes et leurs intercommunalités, mais qu'ils ne sont assortis d'aucun moyen. Et puis il y a les normes. Elles sont énormes. Des centaines chaque année. Des milliers de pages.
et un coût, puisque le Conseil national d'évaluation des normes pour 2022 les a chiffrés très précisément, sur la base d'ailleurs des rapports qui étaient faits par les ministères. Sur 2022, rien que les normes ont coûté aux collectivités locales 2,5 milliards d'euros. 2,5 milliards d'euros. Et puis, il y a, j'allais dire, la technocratie ambiante, les réglementations contradictoires. Je n'en citerai qu'une, c'est le ZAN. Oui, je sens votre appétit. On est tous pour. On sait tous qu'il faut freiner l'artificialisation. Mais on nous a pondu des textes. D'ailleurs, pour la première fois, l'AMF a décidé d'aller devant le Conseil d'État, tellement les décrets étaient imbuvables. Et d'ailleurs, le Conseil d'État nous a donné en partie raison sur ce point. Et le gouvernement totalement, puisqu'il a décidé de les revoir en totalité. Mais le ZAN, si c'est le nec plus ultra de la technocratie, c'est aussi, j'allais dire, un élément central de ce qu'on appelle, et tu évoquais cette expression aussi, les injonctions contradictoires. On nous dit d'un côté, il faut réindustrialiser la France. Qui peut être contre? En tout cas, personnellement, j'y suis totalement favorable. Oui, il faut réindustrialiser la France. Il faut retrouver la légitimité économique qui passe, bien entendu, par une industrie forte. Mais dans le même temps, on nous dit, ah, attention, vous ne pouvez plus toucher à vos hectares pour accueillir des entreprises. Moi, je suis dans le cas précis. Tu citais des cas sur Cannes, moi je vais citer un cas sur ma modeste ville d'Issoudun. On a 3 entreprises qui nous ont fait des courriers d'installation et de demande de terrain. Oh, ce n'est pas faramineux, hein, mais ça représente quand même 21 hectares. Bien entendu, immédiatement, on a saisi la préfecture en disant « Bon, là, il faut une petite modification du poste, mais c'est pour une raison légitime, il y a des emplois, il y a du développement, il y a de la réindustrialisation. » Immédiatement, on nous a répondu « Ah, revoyez votre poste et votre SCOT. » Diantre, quand on sait le temps que ça demande. Et puis là-dessus, on avait aussi saisi, évidemment, la région. On a un truc que j'ai découvert qui s'appelle la MRAE, la mission régionale, d'ailleurs, je ne sais plus ce que veut dire le A, mais le dernier mot, c'est écologique, qui nous dit « Oh là là, il faut un inventaire complet. Minimum 18 mois. » Vous imaginez que les 3 entreprises qui demandent des terrains, qui demandent à s'installer, vont attendre 1 an, 18 mois? Mais pareil pour le logement. On nous dit qu'il faut construire. Et qui peut en douter quand on voit l'état de délabrement du logement dans notre pays? Mais là aussi, on nous dit, oh, attention, hein, vous ne touchez plus, parce que là, on ne sait pas très bien où on va, les décrets ne sont pas tout à fait au point, donc on gèle tout. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On aura d'ailleurs un débat sur le sujet, je crois que c'est demain, et je pense que les exemples ne manqueront pas en ce sens. C'est la planification écologique territoriale. Qui peut être contre une planification écologique territoriale? Intellectuellement, personne. Sauf que quand on regarde ce qui se profile à l'intérieur de cette pseudo-planification, c'est en définitive l'État qui déciderait à la place des collectivités. Ce ne sont là que quelques exemples de l'étouffement administratif. D'autres exemples vous ont été donnés précédemment. Mais il y a maintenant une autre manœuvre qui consiste à essayer d'utiliser la supracommunalité contre la commune. Maintenant, si vous voulez signer un contrat, que ce soit un contrat de ville, un cœur de ville, une petite ville de demain, attendez, il y en a encore, oui, c'est les villages d'avenir. Ah ben, vous ne pouvez plus signer tout seul, même s'il n'y a que votre commune qui est concernée. Vous devrez obligatoirement signer au niveau de l'intercommunalité. Si vous êtes territoire d'industrie, et même si la quasi-totalité des industries est sur une seule ville, ah ben non, il faut que ça soit signé au niveau de l'intercommunalité. Le logement, dernier avatar, on nous dit qu'il va y avoir des contrats signés entre les préfets, mais pas les communes, les intercommunalités, même quand elles n'ont pas la compétence logement. Je peux vous en citer encore un certain nombre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État essaie d'utiliser
l'intercommunalité pour affaiblir la commune. L'intercommunalité, et je le dis en tant que président, coprésident de la commission intercommunalité de l'AMF, nous y tenons. Moi, ça fait 30 ans que je préside mon intercommunalité, j'ai été le deuxième dans ma région à la créer. Mais nous la concevons, nous AMF, comme un élément essentiel de l'avenir de la commune, comme un outil fondamental de la subsidiarité, qui nous permet de faire au niveau de la commune tout ce qui peut l'être et que nous montons à l'échelon supérieur ce qui le nécessite. Mais aujourd'hui, certains voudraient, et apparemment c'est la doctrine du gouvernement, utiliser l'intercommunalité pour marginaliser la commune. Eh bien, je le dis tranquillement, ça ne pourra pas se faire parce que ça me rappelle la fable de la grenouille et du bœuf, et ce n'est pas la grenouille qui mangera le bœuf. Mais j'ajoute que vouloir utiliser l'intercommunalité comme ça, c'est affaiblir cette idée fondamentale qu'est l'intercommunalité, cette capacité à travailler en commun, cette capacité à dépasser les égoïsmes, parce que ça veut la figer, la rigidifier, et en faire un instrument d'affaiblissement au lieu d'en faire un instrument d'enrichissement collectif. Et ceux qui défendent cela, ce sont les archaïques de la décentralisation, les archaïques de l'intercommunalité, et nous, Association des maires de France, nous voulons une intercommunalité vivante, une intercommunalité dynamique, et qui dit dynamique, dit souple et proche du terrain. Et puis, je vais vous parler du deuxième étouffement, c'est vraiment l'étouffement financier. Vous aurez surpris que je ne l'évoque pas. D'abord, le premier élément de cet étouffement, c'est bien entendu la nationalisation des impôts. On fait croire aux Français qu'ils payent moins d'impôts. Non, ils sont répartis différemment. On nous transfère des impôts d'État, mais les impôts d'État, ça veut dire qu'ils sont prélevés. Et donc ça ne veut pas dire que les Français payent moins d'impôts. Ou alors ça veut dire qu'on accroît la dette. C'est à mon avis d'ailleurs un peu les deux. Mais c'est bien entendu la taxe professionnelle, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça pèse toujours. C'est la taxe d'habitation, c'est la moitié des impôts économiques, c'est la CVAE. La CVAE, il faut savoir que, bon, d'abord, aucun des trois que j'ai cités précédemment n'a été remboursé à l'euro près. Et je souhaite d'ailleurs que nous ayons sur ce point un travail commun avec l'État pour en faire la démonstration, dans la clarté, dans la transparence. Mais la CVAE, c'est encore plus flagrant. L'État a encaissé, fin 2022, la totalité de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises qu'il aurait dû reverser aux communes et intercommunalités. D'après mes informations, pourquoi je dis d'après mes informations, je vous l'expliquerai dans un instant, il nous manque 765 millions. C'est-à-dire qu'on nous a remboursé 10 milliards 600 millions, alors que l'État a encaissé 11 milliards 365 millions. Pourquoi je dis d'après mes indications? C'est parce que ça fait 1 an que je demande à l'État de bien vouloir me fournir le tableau précis de la CVAE qui a été encaissée et bien entendu la liste des communes qui n'ont pas retrouvé ce qu'elles auraient dû percevoir. Et non seulement il y a eu, j'allais dire, détournement de 765 millions, mais en plus, on nous donne à la place de la TVA, bon, dont on est pour le moins incertain que son évolution nous soit aussi favorable que le fut la CVAE. Et puis, c'est bien entendu aussi la volonté de plafonner nos dépenses. C'est absolument extraordinaire. Avec l'inflation que nous connaissons, on nous dit « mais il faudra que vous dépensiez à l'avenir en fonctionnement moins 0,5% par rapport à l'inflation ». Sauf que l'inflation qui est calculée
c'est l'inflation du panier de la ménagère, qui malheureusement n'est pas le même que l'inflation du panier du maire. C'est simple, en 2022, l'inflation du panier du maire, ça a été 7,2%. Et l'inflation estimée que nous avons rendue publique aujourd'hui du panier de maire pour 2023, c'est 6%. Ça veut dire plus de 13% en 2 ans d'inflation pour l'ensemble de nos collectivités. Et puis, c'est aussi l'appel à projet, les appels à manifestation d'intérêt et le fléchage des dotations. C'est absolument extraordinaire parce que c'est une manière qui se voudrait subtile, mais qui ne l'est pas, de tutelle sur nos collectivités. Tutelle parce que c'est l'État qui choisit à notre place quelles doivent être les priorités que nous avons à mettre en œuvre sur nos territoires. Dites-moi, mes chers collègues, est-ce que vous vous sentez incapable de décider vous-même des priorités qui doivent être les vôtres dans chacune de vos communes ou intercommunalités? C'est cela qu'on nous dit. On nous dit, ah non, attendez, oh là là, il faut verdir. Donc maintenant, la DETR, c'est au moins 30% de verdissement. Ah oui, mais attendez, moi j'ai une crise sociale dans ma ville. J'ai des personnes que je dois prendre en charge. J'ai des berceaux que je dois mettre en place. Alors est-ce que je dois laisser tomber tout ce qui concerne le social? Tout ce qui concerne la solidarité? On nous a parlé tout à l'heure du sport, qui est un élément essentiel du vivre en commun, mais c'est vrai de la culture également. Mais alors, est-ce qu'il faut que je rogne sur mes budgets culturels, éducatifs? Et puis, on nous supprime le fonds périscolaire. Alors, est-ce qu'il faut aussi que je sacrifie ce qui est fait à la sortie de l'école en faveur de nos élèves? Mais véritablement, qu'est-ce que c'est que cette manière de dire « il n'y a plus que ces problématiques, parce que ce sont les problématiques de l'État, et vous ne devez être que les sous-traitants », eh bien non. Nous sommes lucides, nous savons quelles sont les priorités nationales, nous savons aussi quelles sont les priorités de ceux que nous représentons, c'est-à-dire les citoyens de nos communes. Être capable de marier les deux, c'est notre tâche absolument nécessaire, mais que nous faisons depuis toujours, et on n'a pas besoin de corset pour savoir marcher droit. Quant à la loi de finances 2024, c'est la plus mauvaise depuis 40 ans. Oh, je ne fais pas qu'affirmer, je vais le démontrer. On nous dit, vous savez, on a augmenté de 220 millions la dotation globale de fonctionnement cette année. Vous savez ce que ça représente? 0,8%. 0,8%. La DGF, c'est 26 milliards. Vous faites le calcul, 0,8%. L'inflation estimée pour l'année, c'est 6%. Alors oui, on nous dit, mais les années précédentes, on n'augmentait pas la DGF. Oui, mais il y avait 1% d'inflation. Et donc, j'allais dire, c'était déjà détestable. Mais c'était beaucoup moins impactant. Je vais vous donner des chiffres, et j'attends avec intérêt que le gouvernement organise une table ronde pour contester mes chiffres. Les transferts financiers de l'État vers les collectivités locales, là c'est l'ensemble des collectivités locales, régions, départements, communes, interco, bien sûr, c'est 108 milliards. C'est de l'argent pour l'essentiel qui nous est dû, puisque ce sont parfois des transferts législatifs et d'impôts. 108 milliards. Là-dessus, nous avons une baisse de 539 millions. Vous allez me dire, sur 108 milliards, ah oui, mais il faut aussi compter les 6% d'inflation. Si vous faites le compte de 6% sur 108 milliards, eh bien ça fait 6 milliards 400 et quelques millions, c'est-à-dire qu'au total, avec la baisse nominale et en plus l'érosion inflationniste, nous sommes à 7 milliards de perte de pouvoir d'action en 2024. Voilà, mes chers collègues, quelle est la réalité du budget 2024 qui nous est proposé et qui, malheureusement, je le crains, puisque le 49.3 fera son office, nous sera imposé.
En définitive, tout cela constitue ce que j'ai appelé le supplice du garrot. Le dispositif se resserre, étouffement financier, étouffement administratif. Mais mes chers collègues, que nous reste-t-il de liberté d'action? Cet étouffement, il met gravement en danger le pouvoir d'agir de la commune. Nous sommes, je l'ai déjà dit, trop souvent relégués au rôle de sous-traitants, affaiblis financièrement, cadenassés administrativement. Nous avons de plus en plus de mal à répondre aux attentes de nos concitoyens. Et c'est d'autant plus grave que nous le savons, chacune et chacun dans nos communes, nous sommes à la fois le premier recours de nos concitoyens dans beaucoup de cas, mais nous sommes aussi, et de plus en plus malheureusement, le dernier espoir. Et puis il y a la décentralisation. Elle continue d'exister sur le papier, mais elle est dévoyée. Les principes constitutionnels qui fondent notre légitimité sont aujourd'hui bafoués. L'autonomie financière est un fantôme, la libre administration une guenille et la subsidiarité une chimère. Alors je le dis tranquillement, je pense qu'il est temps que l'AMF, sous une forme juridique à définir, saisisse le Conseil constitutionnel de l'affaiblissement majeur qui est celui des collectivités territoriales dans notre pays, contrairement à la loi suprême qu'est la Constitution. En crise profonde, la France a plus que jamais besoin de ses communes, de leur mobilisation. Et à l'oublier, il risquerait d'être trop tard. Le président de la République me fait penser à un temps historique où le maréchal de Soubise cherchait son armée une lanterne à la main. Aujourd'hui, le président cherche une lanterne à la main, la martingale démocratique. Grand débat, convention citoyenne, CNR, lettre de mission, rencontre de Saint-Denis, que sais-je encore. Je voudrais aider le président de la République. Croyez-moi sur parole. Alors, je lui dis simplement, cessons l'errance. Le lieu existe. Il est animé par 500 000 femmes et hommes, pour la plupart bénévoles, passionnés, ne comptant ni leur temps, ni leurs efforts, et au plus près des citoyens. Cet îlot de fraternité qu'appelait de ses voeux Edgar Morin, ce lieu de démocratie qui respire et qui inspire, il existe. C'est la commune. La commune du XXIe siècle, non pas une vision archaïque, archétype, non, la vision qui est la nôtre aujourd'hui, celle d'une commune moderne, résistante, plus vivante et nécessaire que jamais, dans une société, elle, de plus en plus fragmentée et une démocratie fragilisée. Face à cette France du repli, du refus et de la peur, les communes, leurs élus et leurs équipes portent l'espérance d'une France ouverte, créative, active, solidaire. Fragiliser cette démocratie de proximité, c'est mettre en danger l'ensemble de l'édifice républicain. Affaiblir le bouclier communal, c'est affaiblir la République elle-même. C'est prendre le risque de livrer le pays aux aventures que les crises portent en elles, comme la nuée porte l'orage. La France a besoin d'un nouvel élan démocratique, d'une proximité porteuse d'une indispensable humanité qui s'étiole aujourd'hui dans le marasme de la technocratie. Ce nouvel élan ne peut exister que si l'État comprenait enfin que les collectivités locales ne sont pas une charge, mais une chance. Un État qui aurait décidé de faire vivre un dialogue réel et respectueux, porteur d'une confiance retrouvée et des moyens de la liberté. Si l'État ne le comprend pas rapidement, nous savons, nous les maires, que le seul chemin sera celui des révoltes nécessaires. Convaincus plus que jamais que Tocqueville a raison et que c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Alors ensemble, unis, gagnons notre liberté.
Merci André Léniel, merci monsieur le premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. On va passer maintenant à une autre séquence de cet après-midi, séquence très importante puisque c'est directement sur le thème « Commune attaquée, République menacée » que nous allons débattre maintenant.